Toute guerre est basée sur la tromperie, et lorsque Vladimir Poutine mène une guerre, la tromperie occupe toujours le devant de la scène. La Russie moderne mène sa guerre par une propagande continue, divisant ses ennemis par désinformation et ingénierie sociale. Elle manipule et déforme le récit, non seulement en faveur de sa propre version de la vérité, mais dans toutes les directions, créant une confusion et un chaos que la Russie moderne est conçue pour exploiter. Il est souvent presque impossible de suivre, et tenter de donner un sens à ce flot serait une perte de temps. Mais lorsqu'un certain thème ou une idée revient sans cesse, c'est là qu'il faut commencer à y prêter attention. Et en ce moment, les propagandistes et agitateurs russes semblent se rassembler autour de deux petits mots mortels, fausses bannières. Le moment était d'autant plus mal choisi que la Russie intensifie ses efforts pour tester la détermination de l'OTAN. Des drones et avions de chasse pénètrent l'espace aérien de l'OTAN, tandis que cyberattaques et sabotages se multiplient. Des sous-marins russes rôdent en Méditerranée, et rien de tout cela n'est dû au hasard. À présent, la plupart des experts en défense s'accordent à dire qu'un événement plus important se prépare. Mais la nature et la date de cet événement restent un mystère pour tous, sauf pour le Kremlin. Lorsque les propagandistes russes avertissent à plusieurs reprises que l'Ukraine prépare une attaque sous faux drapeau pour en accuser la Russie, le monde doit y prêter attention. Phase 0. La situation à travers l'Europe continue d'évoluer jour après jour. Même si nous espérons que la Russie n'aura pas lancé d'attaque ou d'opération contre l'OTAN au moment où vous verrez cette vidéo, qui sait, hein ? Nous mettrons peut-être à jour la description si la situation évolue avant la publication. Vous savez qu'actuellement, un consensus grandit parmi les experts en défense et les chercheurs spécialisés sur la situation en Europe. Qu'il s'agisse des violations de l'espace aérien, des cyberattaques évoquées ou des survols répétés de drones non identifiés au-dessus de sites sensibles de l'OTAN et d'aéroports. Avec la multiplication des sabotages financiers via crypto-monnaie en Europe, la Russie intensifie ses efforts pour exercer une pression sur l'OTAN. La finalité reste floue, mais la communauté internationale peut deviner que Moscou cherche à tester la réaction de l'OTAN, à voir jusqu'où il peut aller avant une riposte et peut-être révéler des failles dans l'alliance qui menacerait ses engagements de défense mutuelle. L'Institut pour l'étude de la guerre a expliqué dans un rapport que la Russie est entrée dans la phase 0, où elle cherche à préparer une éventuelle guerre contre une partie ou l'ensemble de l'OTAN. Pendant la phase 0 décrite par le ISW Moscou, mènera à la fois des actes de provocation ouverts et secrets contre l'Europe. Parfois, elle violera ouvertement les lignes rouges établies par l'OTAN, tout en niant avoir fait quoi que ce soit de répréhensible. Et observera si l'OTAN choisit de se défendre ou d'accepter une explication russe pour éviter une confrontation. La Russie a par exemple fait voler 3 chasseurs armés dans l'espace aérien estonien pendant 12 minutes. Parfois, elle se livre à des actes qu'il serait difficile de relier directement à la Russie, mais qui s'inscrivent clairement dans le schéma de provocation russe, afin de voir si l'OTAN oserait formuler une accusation directe qu'elle ne pourrait pas immédiatement étayer. Par exemple, voyez les récentes cyberattaques contre les principaux aéroports européens. Pendant ce temps, Moscou cherchera à manipuler l'espace informationnel, à créer récits et contre-récits et à établir les conditions nécessaires pour mener une guerre plus large selon ses propres termes. Écoutez, nous sommes tous amis, cela doit être clair. À l'heure actuelle, il ne semble pas que la Russie soit en position d'engager l'OTAN dans une guerre à grande échelle au cours des prochains mois, ni même dans les prochaines années. La Russie semble effectivement poser les bases pour rendre cela possible à l'avenir, mais cela prendra du temps. Mais la Russie n'a pas besoin d'engager l'OTAN dans une guerre à grande échelle si elle peut continuer à intensifier les choses comme elle le fait déjà, jusqu'à pouvoir prouver que l'OTAN ne respectera pas son engagement envers la défense collective. Comme nous l'avons déjà expliqué sur cette chaîne, le mode opératoire de la Russie consiste à provoquer, puis à continuer de provoquer jusqu'à ce qu'elle rencontre de la résistance. Si la Russie ne rencontre aucune résistance, comme dans ce cycle d'escalade, elle continuera d'avancer jusqu'à défier la souveraineté et la sécurité des pays de l'OTAN. Ces dernières semaines, chance par chance, nous avons diffusé un épisode sur cette éventualité. Une attaque visant l'Estonie, conçue pour forcer l'OTAN à accepter une atteinte majeure à la souveraineté estonienne afin d'éviter un conflit plus vaste et coûteux. La Russie pourrait aussi occuper un territoire peu peuplé de l'OTAN, tenter de contrôler une île vulnérable ou faire voler accidentellement des drones kamikazes contre des villes ou des sites militaires.
Mais comme l'ont souligné l'ISW et d'autres observateurs de conflits, la communication de la Russie semble mener vers une autre direction. Fausse bannière. Très bien. Revenons à la fin du mois de septembre. Et le service de renseignement extérieur de la Russie, le service de renseignement extérieur a avancé une affirmation qui, à l'époque, semblait totalement déplacée. Selon le service de renseignement extérieur, pour être clair, il est aussi fiable que votre ami le plus bavard, après un nombre incroyable de vers. L'Ukraine préparait une attaque sous fausse bannière. Pour clarifier, nous expliquons que la Russie mènerait une attaque sous fausse bannière, pas l'Ukraine. Mais comme nous allons le voir dans ce cas et dans les autres cas que nous allons aborder, la rhétorique russe semble constamment mettre en place une dynamique complexe, où une véritable attaque sous fausse bannière, que l'on s'attendrait à voir organisée par la Russie puis imputée à l'Ukraine, est ensuite présentée comme une véritable tentative ukrainienne de lancer une attaque sous fausse bannière que l'Ukraine imputerait alors à la Russie. L'Ukraine serait accusée d'avoir attaqué l'OTAN et d'en avoir imputé la responsabilité à la Russie. Mais en réalité, c'était la Russie qui faisait porter la responsabilité de cette attaque à l'Ukraine et qui diffusait le récit selon lequel l'Ukraine en était réellement responsable. C'est une vraie opération sous fausse bannière façon poupée russe, version dollar. Pour l'instant, il faut comprendre que des sources russes cherchent à influencer le discours international en suggérant une possible attaque sous fausse bannière ukrainienne. Et s'il vous plaît, train, ne faites pas un jeu à boire dès qu'on dit fausse bannière. C'est une voie qui mène à une intoxication alcoolique et rien d'autre. Vous pourriez vous retrouver là avec vos amis bavards. Le service de renseignement extérieur russe affirme que l'Ukraine préparait une attaque sur des infrastructures critiques en Pologne, avec l'accord et l'aide du gouvernement polonais. Ensemble, les services de renseignement ukrainiens et polonais rassembleraient et déploieraient un groupe de sabotage recrutant prétendument des combattants issus des deux groupes qui combattent du côté de l'Ukraine dans la guerre en cours. La Légion Liberté de la Russie, composée de citoyens russes opposés à Vladimir Poutine, et le régiment Kostas Kalinowski, composé de combattants de l'opposition venant du proche allié de la Russie, la Biélorussie. Ces combattants russes et biélorusses se feraient passer pour des spetsnaz, seraient capturés par les autorités polonaises et accuseraient publiquement la Russie et la Biélorussie lors d'une conférence de presse. D'après les renseignements russes, l'Ukraine aurait pu simuler une attaque pour, je cite, « renforcer l'indignation publique ». Oubliez un instant que la série d'événements décrite par les renseignements russes aurait été la fausse attaque sous faux drapeau la plus grossière et invraisemblable de l'histoire. Peu importe si l'Ukraine et la Pologne avaient vraiment agi comme l'affirmaient les services de renseignement russes. Imaginez un monde où la Russie rend ce récit public, puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, un groupe de Russes et de Biélorusses fait réellement exploser une infrastructure polonaise. Et ensuite, une fois capturés, ils admettent être des agents spéciaux russes envoyés par le Kremlin. La Russie pourrait désormais désigner l'histoire qu'elle a préparée et affirmer « ça, voyez, les Polonais et les Ukrainiens l'ont orchestré comme prévu ». Et même si ce récit est difficile à croire, même s'il est maladroit, cela correspondrait aux provocations russes jusqu'à présent. C'est peut-être le but. Ce n'était pas plus crédible quand la Russie a affirmé qu'une vingtaine de drones avaient pénétré l'espace aérien polonais en septembre. Suivant des trajectoires évidentes depuis leur origine et volant en groupes séparés par plusieurs heures, ils auraient en fait été lancés par l'Ukraine. Il n'est pas crédible que le porte-parole principal de la Russie ait nié la violation de l'espace aérien estonien par des avions russes peu après. Dans les deux cas, l'OTAN a accepté le faible démenti de la Russie et a choisi d'éviter d'envenimer la situation plutôt que d'adopter une position ferme. Donc si c'est ainsi que l'OTAN agit lorsqu'elle est mise sous pression, alors le comportement passé de la Russie suggère qu'elle continuera à exercer des pressions et à découvrir jusqu'où l'alliance de l'OTAN est prête à nier. Mettre en scène une attaque sous faux drapeau maladroite et presque transparente, puis voir la Russie nier toute responsabilité et rejeter la faute sur l'Ukraine et la Pologne. La question n'est pas si l'OTAN peut découvrir la vérité, mais si elle provoquera une confrontation avec la Russie, même après l'avoir découverte, alors que la Russie a fait le strict minimum pour se protéger, ce qui semble fonctionner pour elle. L'Institut pour l'étude de la guerre est parvenu à la même conclusion sur l'incident, citant l'équipe de l'ISW. Le Kremlin a peut-être ordonné au service de renseignement extérieur de publier cette déclaration afin d'échapper à la responsabilité d'une éventuelle opération de sabotage russe et biélorusse contre la Pologne. Le Kremlin semble créer un contexte pour accuser l'Ukraine d'attaques futures que la Russie pourrait en réalité lancer contre la Pologne ou d'autres membres de l'OTAN. Maintenant, si cette histoire plutôt farfelue des services de renseignement étrangers russes avait été un incident isolé, il aurait été facile de l'écarter d'un revers de main comme une autre distraction du Kremlin.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, à peine une semaine plus tard, le service de renseignement extérieur russe était de retour, racontant son histoire différente qui menait essentiellement à la même conclusion. Cette fois, c'était le Royaume-Uni qui aidait à coordonner l'attaque présumée, dans laquelle un groupe de Russes pro-ukrainiens commettrait un acte de sabotage avant d'affirmer qu'il avait agi sur ordre de Moscou. Les saboteurs présumés auraient bêlement visé un navire de la marine ukrainienne ou un navire civil étranger dans un port européen. Là-bas, le groupe aurait utilisé du matériel chinois pour valider les allégations occidentales sur la complicité de la Chine dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après avoir préparé une attaque et peut-être l'avoir menée à bien, ils auraient été commodément arrêtés par les autorités de l'OTAN, où ils se seraient en eux-mêmes présentés ou auraient été décrits par des responsables de la défense occidentaux comme étant des saboteurs russes. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Quelques semaines avant les élections, la Russie affirmait que l'OTAN préparait des provocations en Transnistrie, région séparatiste pro-russe de Moldavie que Moscou prétend défendre. Et juste avant cela, les services de renseignement russes affirmaient que l'Union européenne fomentait des troubles en Serbie pour renverser la direction de ce pays et installer un gouvernement pro-Union européenne. En août dernier, le ministère russe de la Défense a même allégué que l'Ukraine prévoyait une attaque sous faux drapeau avec des drones et des missiles contre des cibles civiles avant les pourparlers de paix en Alaska entre Poutine et le président américain Donald Trump. Ce ne sont peut-être pas les premiers cas où la Russie accuse l'OTAN ou l'Union européenne d'ingérence. Mais jamais nous n'avons vu Moscou multiplier à ce point les accusations d'opérations sous faux drapeau imminentes. Tout cela provient du renseignement extérieur russe. Ceux qui rédigent un rapport sur les plans présumés de l'OTAN cette semaine en ont déjà fait un similaire la semaine dernière. Les détails changent d'une allégation à l'autre, mais certaines choses restent les mêmes, surtout dans les cas les plus récents. Ce sont toujours, soi-disant, les renseignements ukrainiens, qui agissent avec ceux d'une grande nation de l'OTAN. Il s'agirait toujours de Russes, parfois de Biélorusses, prétendument recrutés chez des paramilitaires pro-ukrainiens. Si la Russie se concentrait entièrement sur une seule histoire, une version uniforme et cohérente des événements, alors on pourrait s'attendre à ce que la Russie prépare précisément le terrain pour que cette séquence d'événements se déroule. Mais si la Russie présente plusieurs récits qui abordent les mêmes points critiques, alors c'est un peu plus compliqué. Si la Russie affirme qu'un groupe paramilitaire pro-russe va lancer une attaque sous fausse bannière, soutenue par les services ukrainiens et un gouvernement de l'OTAN, puis relié à la Russie, elle construit ainsi un récit cohérent avec sa logique. Et tout acte de sabotage visant des infrastructures critiques de l'OTAN, mené par des forces qui se revendiquent ou sont identifiées comme des opérateurs spéciaux russes, peut être commodément expliqué comme étant exactement le type d'attaque que la Russie essaie de faire croire au monde que l'OTAN prépare. Et de l'autre côté, il est clair que la Russie semble préparer une attaque sous fausse bannière. Il est impossible de savoir précisément quand ou où cette attaque pourrait avoir lieu. Si la Russie poursuit la diffusion de récits, les renseignements de l'OTAN concluent qu'il faut protéger les infrastructures critiques des saboteurs russes. Et maintenant, retour en Russie pour l'histoire. Pas pour vous, on ne vous ferait pas ça. Pourquoi ? Nous arrivons à la question centrale. Pourquoi la Russie préparerait-elle une attaque sous faux drapeau ? Il faut souligner que cette tendance n'implique pas qu'une attaque sous faux drapeau soit inévitable. Du sabotage aux cyberattaques, en passant par des survols mystérieux de drones et des violations de l'espace aérien, la Russie ne poursuit pas d'objectifs opérationnels concrets, du moins pas encore. Encore une fois, nous sommes dans ce que l'IS Choblube a appelé la phase phase 0, où l'objectif de la Russie n'est pas de lancer une attaque, mais de créer les conditions physiques et psychologiques favorables pour attaquer le moment venu. Pour y parvenir, la Russie doit accentuer les sentiments de peur, de confusion et d'incertitude afin de créer la perception que les menaces à venir sont imprévisibles et que tout le monde est vulnérable. À cet égard, il est possible que ce récit autour d'une attaque sous faux drapeau ne soit qu'une simple distraction. En la prenant au sérieux, les services de renseignement de l'OTAN joueraient le jeu de la Russie. Servir la Russie consisterait déjà à publier cet épisode et à diffuser cette idée auprès de notre public. Malgré cela, nous avons décidé d'en parler et les services de renseignement de l'OTAN ont pris ces menaces au sérieux, car elles le sont vraiment. Et ne pas les prendre au sérieux montre simplement à la Russie qu'il s'agit d'un domaine où elle peut prendre ses adversaires au dépourvu, en menant plus tard une action cinétique.
Mais néanmoins, en créant des menaces préoccupantes et plausibles, comme l'idée qu'une attaque sous faux drapeau pourrait être imminente, la Russie contribue à la culture générale de peur et d'incertitude qu'elle cherche à instaurer. Si tel est l'unique objectif de la Russie, ce nouveau récit s'aligne parfaitement avec les autres menaces créées par la Russie, y compris celle d'une action en Estonie, comme nous l'avons récemment montré. Mais il y a aussi l'explication alternative à considérer. La Russie pose les bases rhétoriques et psychologiques d'une attaque sous faux drapeau parce qu'elle a l'intention de mener une telle attaque à un moment donné dans le futur. Que révèlent les précédentes déclarations russes sur le lieu potentiel de cette attaque hypothétique ? Que pouvons-nous déduire des cibles que la Russie choisirait et comment, dans le scénario idéal de la Russie, le reste du monde réagirait-il ? La nation que la Russie viserait reste une question ouverte. Mais la réponse sera dictée, au moins en partie, par la logistique. Combien de saboteurs, combien de matériel militaire, explosif ou autre ? La Russie peut-elle se placer pour mener l'attaque voulue ? Il est bien plus simple de faire entrer un groupe de 4 agents sur le territoire de l'OTAN avec seulement assez d'armes légères et d'explosifs Research Department Explosive pour 2 sacs de sport, que d'en envoyer 12, 25 ou 50. De plus, de petites unités voyageraient en groupe discret et auraient plus de chances d'éviter les interceptions dans l'espace Schengen de l'OTAN, où la circulation sans passeport est simple. Donc plus l'unité que la Russie veut utiliser est trop grande, ou plus cette unité doit emporter d'équipements, plus la distance qu'elle pourra parcourir sur le territoire de l'OTAN sera courte. La Russie devra aussi considérer la préparation à la guerre de la nation de l'OTAN ciblée. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'une attaque sous fausse bannière viserait une nation qui n'est pas prête à risquer une escalade. La Russie semble vouloir semer la discorde entre les membres de l'OTAN lors de cette phase 0. Actuellement, la division oppose les nations qui veulent adopter une attitude plus active, voire punitive envers Moscou, à celles qui cherchent à éviter l'escalade à tout prix. Rappelez-vous, la force d'une attaque sous fausse bannière pour Moscou, surtout si elle en accuse l'Ukraine, réside dans le fait qu'elle est plausiblement niable, d'une manière qui permettrait aux membres les plus hésitants de l'OTAN de simplement voir ce qu'ils veulent voir et de les aider à justifier la décision de ne pas traiter la situation avec la gravité qu'elle mériterait. Imaginez une attaque sous fausse bannière contre la Pologne ou la Finlande, pays ayant clairement montré leur opposition à la Russie. Imaginez la réaction qu'un tel pays pourrait susciter auprès de nations hésitantes comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, voire de membres plus proches de la Russie comme la Hongrie ou la Slovaquie, sans oublier le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a récemment déclaré, je cite, « Nous sommes si supérieurs aux Russes que nous n'avons pas besoin d'abattre leurs avions en cas d'intrusion. Si Moscou parvient à créer des conditions où une moitié de l'alliance de l'OTAN plaide fermement en faveur d'une réponse cinétique à une attaque russe présumée et que l'autre moitié s'oppose à cette idée ou refuse même d'y participer, alors la Russie aura semé le doute et la désunion au sein de l'alliance de l'OTAN d'une manière qui rendra un futur conflit bien plus gagnable. Dans le meilleur scénario pour Moscou, un pays comme la Pologne pourrait entraîner certains États de l'OTAN dans la riposte, tandis que d'autres refuseraient de considérer la situation comme une raison valable d'activer la défense collective. Les récentes activités connues ou suspectées de Moscou laissent penser que la Russie pourrait viser l'un de 3 types de cibles. Exemple d'infrastructures critiques, centrales électriques grands centres de transport comme aéroports ou ports maritimes ou toute installation militaire. Une installation militaire serait la plus difficile et coûteuse à attaquer des 3. Cela expliquerait les fréquents survols de sites militaires par des drones non identifiés en Europe, surtout en Allemagne et au Danemark. À l'inverse, une attaque sur des infrastructures de critiques, surtout énergétiques, rappellerait les tactiques russes en Ukraine, visant à détruire sans relâche les réseaux électriques avant les hivers rudes. Couper une partie du réseau électrique dans des pays froids de l'OTAN forcerait un État membre à gérer une crise aiguë due au manque de chauffage. Enfin, en ce qui concerne le transport et la logistique, la Russie semble effectivement faire opérer plusieurs sous-marins dans et autour de la mer Méditerranée, et elle dispose de quelques sous-marins équipés du matériel nécessaire à l'envoi d'opérateurs spéciaux. Cela suggère une possible attaque sous-marine secrète contre un navire à quai en posant des mines limpettes avec un effet potentiellement dévastateur. La sécurité des ports maritimes, et surtout celle des aéroports, poserait autrement des problèmes. Mais on ne pouvait pas écarter ces possibilités, surtout avec les drones à courte portée capables de franchir les barricades et de semer le chaos.
Enfin, il est crucial d'examiner les diverses réactions qu'une attaque sous fausse bannière pourrait provoquer de l'OTAN, ainsi que les messages transmis par chaque réponse possible. Comme expliqué, la phase 0 de la Russie consiste en des attaques de reconnaissance pour identifier la résistance de l'OTAN et s'infiltrer là où elle est absente. Si l'OTAN réagissait fermement à une attaque sous fausse bannière russe, par une action cinétique ou une réponse unie, la Russie pourrait être poussée à modifier sa tactique à l'avenir. Si l'OTAN choisit de ne pas considérer une telle attaque comme une escalade, la Russie serait alors tentée de poursuivre, de lancer une attaque plus poussée et de tester les limites de l'OTAN. Et peut-être que le meilleur résultat possible pour le Kremlin est celui que nous avons mentionné il y a un instant, une véritable division au sein de l'alliance de l'OTAN, avec certains membres refusant d'honorer leurs accords de défense collective, tandis que d'autres sont stupéfaits par la volonté de leurs alliés d'ignorer une provocation flagrante. Lorsque l'OTAN refuse de se défendre, la Russie obtient ce qu'elle veut. Si l'accord de défense collective de l'OTAN tombe, la Russie a déjà gagné. Si la Russie prévoit réellement une attaque sous fausse bannière, il est probable que la division de l'OTAN soit l'objectif ultime. Merci de m'avoir regardé.